Nous allons poursuivre cette émission avec une ingénieure en mathématiques financières et en informatique. Elle est également titulaire d'un master en politique publique à Sciences Po Paris. Elle est actuellement analyste de politique climatique et économique. Elle vient nous présenter ce soir son roman publié aux éditions L'Harmattan intitulé Le silence du totem. Nous avons le plaisir de recevoir Madame Fatoumata Ngom. Bonsoir Madame Ngom. Bonjour Aline Ndiaye. Nous sommes très heureux de vous accueillir sur ce plateau. Merci. Vous avez sorti un roman aux éditions L'Harmattan qui s'appelle Le silence du totem, qui est dans la forme, qui est un excellent roman. J'ai rarement lu un roman aussi bien écrit, vraiment. Merci. Que ce soit dans la forme, que ce soit même par rapport à la trame, par rapport à tous les détails et tous les thèmes que vous abordez, qu'on aura peut-être l'occasion de voir en détail. Mais le thème principal, c'est vraiment un thème qui est assez d'actualité, c'est la restitution voilà, du patrimoine africain qui se trouve en France. On sait que je pense même ce jeudi, il y a la loi définitive qui doit être votée pour la restitution des 26 je pense des masques ou bien des statues du Bénin, ainsi que le sabre de Cheikh Omar Foutiyou Tall. Et je pense que vous l'avez écrit un peu avant tous ces événements-là. C'était un peu, je sais pas, une prémonition, ou bien c'est vos ancêtres peut-être sérieux qui vous ont vous taquiné. Je voudrais vous remercier pour l'invitation à votre émission, vous, et aussi saluer M. Silla, qui est votre acolyte. Il est vrai que j'ai commencé à écrire le roman Le silence du totem bien avant que tout le débat éclate aujourd'hui à propos de la restitution des œuvres d'art africains. Donc j'ai vraiment commencé à l'écrire 3 ans avant, après une visite un peu qui a déclenché en tout cas l'inspiration, une visite au musée du Quai Branly, et c'est comme ça que j'ai commencé à l'écrire. Donc oui, c'était un peu prémonitoire, un peu visionnaire, enfin pour rester un peu modeste. Mais voilà, donc j'ai été très ravie que le roman sorte vraiment au bon moment, en fait, finalement. C'est sorti au bon moment, juste après le discours d'Emmanuel Macron à Ouagadougou. Le roman nous parle de l'histoire de Sitoé Diouf. Peut-être là aussi un hommage caché à Aline Sitoé. D'autant plus que sa maman s'appelle Aline. Absolument. Et qui travaille au Quai Branly, comme vous l'avez dit. Vous nous détaillez bien tout ce qui se passe dans le... On a l'impression que vous avez travaillé dans le musée. Et donc c'est l'histoire de Sitoé qui découvre comme ça, par hasard, une statue qui vient de son village natal. Oui. Et cette statue, c'est pas seulement une statue, mais c'est vraiment le totem de leur village et qui a été subtilisé. Et voilà, il y a beaucoup de choses qui se passent ensuite. Elle se trouve vraiment impliquée dans ça et elle a commencé des démarches pour pouvoir restituer cette statue à son village, en fait. Absolument. Donc, comme vous l'avez si bien introduit, le roman met en scène une anthropologue d'origine sénégalaise, donc qui est vraiment née au Sénégal, qui a fait ses études au Sénégal, puis est partie en France pour faire ses études supérieures. Et donc, tout, en fait, l'a menée au musée du Quai Branly, tout l'a menée au totem. Donc, quand elle était petite, elle partait au village de Khalambas, donc qui est un vrai village, pour le coup, un village qui se trouve dans la région de Kaolack. C'est le village de mon père, de toute ma famille paternelle. Donc Sitoé partait au village, suivait son grand-père à travers le village et surtout observait. Absolument, tout à fait. Et surtout observer la vie des villages, la vie véritablement de la culture sérère. Et donc, voilà, donc tout l'a mené pour ses études d'anthropologue et aussi son travail d'anthropologue au musée du Quai Branly. Donc tout l'a mené vraiment au totem Pangol qui gisait véritablement dans les réserves secrètes du musée des Quai Branly. Et donc, c'est une mission un peu qui lui était un peu, c'était un peu écrit qu'elle aille pour délivrer, tenter de délivrer le totem qui était séquestré dans les réserves du musée du Quai Branly. Absolument. Et
comme je disais, il y a beaucoup de thèmes aussi que vous abordez à l'intérieur. Déjà, dès le départ, vous nous parlez un peu des classes préparatoires. Ça aussi, c'est quelque chose que vous avez vécu certainement, parce que autant citoyen et littéraire, autant vous êtes scientifique. Clairement. Peut-être elle a fait Hippocagne, mais vous avez fait Maths Sup, Maths P. Oui. Et là, vous nous restituez cette ambiance. Vraiment, c'est quelque chose d'assez difficile. Voilà, la pression que les élèves subissent là-bas est vraiment terrible. Oui, absolument. Oui, c'est vrai que j'ai fait une classe préparatoire Maths Sup, Maths P. Je n'ai pas fait Hippocagne, même si aussi j'aurais aimé aussi en même temps faire Hippocagne. Et donc, Citoé, c'est un peu une sorte de projection de moi, d'une partie de moi que je ne suis pas et que j'aurais bien aimé voulu être. Et donc, oui, j'ai voulu dépeindre un peu l'atmosphère quand même très, très particulière des classes préparatoires. Des 2 ou 3 ans de classe préparatoire à Paris, c'est très, très difficile. Le rythme est extrêmement intense. Il y a beaucoup de matières, il y a beaucoup de choses à emmagasiner dans un délai très, très court. Et oui, donc, pour pouvoir, j'ai aussi voulu un peu, à un moment, sortir un peu du sujet de la restitution et du totem et montrer la vie estudiantine d'une élève de classe préparatoire qui... Et on voit la pression. Parfois, il y en a beaucoup qui sombrent voilà, dans la drogue, des choses comme ça. Parce que moi, quand j'ai vu le passage où vraiment il a été obligé voilà, de prendre je sais pas, des amphétamines, là, moi, je me suis projeté. J'ai revu le film Limitless, je ne sais pas si vous l'avez vu, avec la pilule NZT. Je me suis dit, mais tiens, donc la pilule, elle existe vraiment. Parce que les gens parviennent à booster leur capacité intellectuelle. Et après là... tous les, je sais, le livre de récemment Gérard Fauré qui a fait un tollé, ça prend tout son sens. On se dit que, est-ce que tout le monde ne carbure pas comme maintenant? Tout le monde, je ne sais pas, mais oui, sans doute une partie des élèves peut-être sous la pression. Parce que ça, on ne peut pas l'imaginer en fait. Oui, mais après, c'est pas que les... Malheureusement, parce que après, ça peut suivre les gens jusqu'à... Oui. Mais la pression est tellement importante, tellement prenante que ça peut être une... j'ai entendu des histoires comme ça. Vous dégagez en touche, quoi. Vous n'êtes pas concerné. Oui. Parce que Citoé, elle a succombé, mais peut-être vous, certainement, vous n'avez pas succombé. Non. Mais voilà, après, c'est pas que les... c'est vraiment pour aussi montrer qu'on vit peut-être dans une société qui demande beaucoup... aux élèves, et ce n'est pas seulement aux élèves, par exemple en trading, pour avoir un peu étudié, j'ai fait des études en mathématiques financières, je sais que beaucoup de traders, pour pouvoir vraiment tenir la pression, sont obligés de prendre des substances un peu illicites pour pouvoir décupler un peu les capacités cognitives. Parce qu'elle a vite laissé tomber, parce que voilà, elle a failli mourir, et il y a beaucoup d'overdoses comme ça, mais après elle a dit que c'est juste une question de méthode, une question, voilà, d'essayer de gérer son temps. C'est connu. Hein. Exactement, de gérer son temps. Avant peut-être d'aborder les autres thèmes, je vais passer la parole à Ibrahima. Bonjour, qui a beaucoup aimé le roman. Bonjour, Ibrahima. Non, comme Alune l'a dit, c'est un ouvrage extrêmement bien écrit. Les mots arrivent justes. Les mots sonnent justes et j'ai l'impression que vous n'en faites pas trop. On aurait pu s'attendre de la part d'une scientifique qui a eu un itinéraire intellectuel, estudiantin, extrêmement intéressant, que vous étaliez votre science. On sent la scientifique derrière l'œuvre littéraire, mais vous n'en faites pas trop. Vous vous êtes dit, certainement, on est dans la littérature, je mets mes phrases, je ne vais pas en faire trop, je dis juste ce qu'il y a à dire. Bien qu'il y a beaucoup de descriptions, il y a beaucoup de portraits, c'est vraiment... C'est bien fait. Et surtout, ce que j'ai aimé, c'est que vous nous plongez dans 2 cultures et dans 2 environnements pratiquement opposés, mais qui ne sont pas opposés parce que c'est ça qui montre la complémentarité de notre monde. À un moment, au début, vous nous invitez dans le monde sérère, avec les pangols, l'éducation traditionnelle, la socialisation, les vacances au village, comment la vie au quotidien se passe avec votre grand-père et tout ça. Votre grand-père. Parce que c'est une semi-autobiographie, parce qu'il y a une grosse partie de vous dans l'ouvrage. Et d'autre part, à un moment, vous nous plongez dans le monde occidental, Paris, le quartier latin, la science, le quai Branly, les musées, la science, le palais de justice, etc. Donc 2 mondes totalement opposés. Ça, c'est le premier constat.
Deuxième constat, Alune l'a dit, peut-être ça, utiliser le mot, vous êtes extrêmement courageuse. Parce que vous abordez des problématiques que les gens auraient pu classer dans les problématiques tabous. On ne parle pas de vol, on ne parle pas de drogue, mais vous faites comme si de rien n'était, vous en parlez. Parce que vous n'avez peut-être certainement rien à vous reprocher, voilà, pour dire que ça existe. Troisième chose, on sent un langage, une approche diplomatique d'une question complexe et gênante. Et ça explique le choix de votre angle d'attaque et le choix de votre vocabulaire. En parlant de la restitution du patrimoine africain, vous ne parlez pas de vol, vous ne parlez pas de subtiliser. Vous dites qu'il y a eu un exil involontaire, ce qui lui renvoie voir comment l'objet est arrivé là. Pour vous, c'est involontaire. Mais certainement, d'après les études qui ont été faites, notamment vous devez connaître Felwine Sarr, qui a travaillé sur le patrimoine africain. Et là aussi, j'allais oublier, vous avez le grand mérite d'avoir pensé à cette problématique-là avant peut-être même notre cher collègue Felwine Sarr. Et que vous avez travaillé sur ce roman qui sortait pratiquement au moment où il commençait à travailler. Et donc, quelque part, je vous dis que vous avez bien eu l'intuition, une bonne intuition par rapport à une problématique. Mais là, vous avez fait beaucoup preuve de diplomatie. En changeant, en utilisant un vocabulaire, en faisant de telle sorte que... Qu'est-ce qui explique ce choix de vocabulaire? Pour ne pas nommer, et quelque part, ne pas nommer les choses, ne pas bien nommer les choses, c'est rajouter au mal du monde, au malheur du monde. Et j'ai l'impression que vous avez choisi de ne pas nommer les choses. Alors, qu'est-ce qui explique ce choix? Alors, c'est un choix qui est tout à fait délibéré, hein, parce que j'aurais très bien pu avoir un langage accusateur, très cru par rapport à la restitution des œuvres d'art. Il est vrai qu'il y a beaucoup d'œuvres qui ont été acquises par le sang, par brûler des villages, prendre ou bien dominer, piller en fait, oui, piller c'est le mot. Mais j'ai vraiment voulu que mon livre soit intemporel en fait, qu'il ne s'inscrive pas dans le temps d'hier ou bien d'aujourd'hui, mais qu'on puisse le lire dans quelques années et puis dire que, ah oui, il est possible, dans ce débat qui est très brûlant, de dialoguer d'égal à égal, en fait. Donc c'est vraiment un dialogue. Choisi la fiction. Oui, c'est ça. Est-ce que ce n'est pas une manière de détourner? Absolument, oui. J'aurais très bien pu écrire un essai parce que j'ai fait beaucoup de recherches. C'est une fiction, mais cette fiction ressemble énormément, trait pour trait, à la réalité. Alors pourquoi choisir? Absolument. En fait, j'ai voulu vraiment adopter un angle romanesque. J'aurais très bien pu faire un essai, un énième essai sur la question. Mais j'ai vraiment voulu faire un roman qui est centré sur le débat et qui met en scène vraiment, qui met le totem. C'est vraiment là, ça, ce que je voulais. Parce qu'on sait que la restitution a eu lieu, la restitution est un sujet important, que la colonisation a eu lieu, on sait tout ça. Mais je ne voulais pas être dans un débat circulaire, en fait, parce que finalement... et surtout, un petit mot, l'intelligence du roman, comme elle dit, elle l'a abordé de manière intelligente, avec beaucoup de bienveillance, on le voit. Beaucoup de bienveillance. Exactement. Parce qu'on voit que le personnage du directeur du musée est quelqu'un d'assez intelligent et d'assez bienveillant. Et on voit que les rapports entre le directeur et citoyen ne se sont pas détériorés du tout. Et ils ont pu gérer cette affaire assez sensible et d'une manière assez intelligente. Parce que vous vous mettez un peu, voilà, vous essayez de vous mettre des deux côtés, voir pourquoi lui, il veut garder, et quels sont ses arguments pour pouvoir garder les pièces, et quels sont les arguments, vraiment, voilà, quand on les met sur la balance, vraiment, il n'y a pas photo, les arguments de citoyens sont beaucoup plus... voilà, pourquoi lui, il veut garder, mais surtout pourquoi citoyen veut organiser le retour. Absolument. Et c'est là on va s'arrêter peut-être au totem. Que représente le totem? Les histoires de Pangol, tout ça, vous en avez parlé. Le grand-père qui meurt, qui se transforme en serpent pour aller rejoindre les âmes, etc. Et vous le dites à un moment, le totem est censé représenter le lieu où les âmes vont se reposer. Absolument, oui. C'est ce que ça représente pour les Sérères. Absolument. D'où l'importance de ce totem qui doit retourner à ce peuple qui est resté peut-être trop longtemps sans pour autant... Mais est-ce qu'au XXIe siècle, les gens pensent toujours comme ça? Est-ce que c'est toujours d'actualité par rapport
De quoi? Oui, oui, dans la religion sérère ou bien même dans la religion, enfin dans la culture Diola aussi, dans chaque maison, il y a un antre Et les derrière. Lébous, Et les Lébous, oui, absolument, ils ont gardé les rites et les croyances premières, parce que c'est des croyances premières qui étaient là avant l'avènement des religions. Et ce que vous dites est intéressant parce que j'ai vraiment voulu centrer le roman sur le totem. En fait, au-delà du débat sur la restitution des œuvres d'art, de la nécessité que nos œuvres qui sont importantes et qui sont significatives de nos cultures reviennent géographiquement, en tout cas en Afrique, ça peut être dans un musée ou bien ça peut être dans une famille, par exemple, d'un ancien chef ou bien une famille qui était qui possédait anciennement des totems ou des sculptures peut aller. Il y a des procédures aujourd'hui que Sitoé a d'ailleurs utilisées qui permettent à des personnes privées d'aller demander la restitution de leurs œuvres. Donc j'ai vraiment voulu mettre le totem au centre de toute la narration et au centre du débat, en fait. Vraiment pas être politique. Je pense que surtout, vous avez cherché à mettre le doigt sur la fonction mystique, absolument, rituelle et spirituelle. Parce qu'à un moment donné, elle le dit, on dit la statue, après du nom, pas la statue, mais le totem. C'est le totem, parce qu'il y a complètement, il y a une différence entre l'œuvre d'art et la fonction de... Absolument, parce que c'est une réserve d'énergie déjà, c'est une réserve d'énergie parce qu'il a fallu tuer un arbre, hein, finalement. Il a fallu tuer un arbre pour que le totem commence à vivre. Et puis, le totem emmagasine quand même l'énergie, le souffle des ancêtres. Donc c'est vraiment, c'est le refuge des âmes. Et puis c'est un outil, c'est un objet qui ouvre une ligne de communication entre le monde des vivants et le monde des morts. Et c'est cette communication-là qui a été coupée nette après sa déportation par l'explorateur missionnaire qui était venu évangéliser alors le peuple. Alors que pour l'explorateur missionnaire à qui on avait donné, parce qu'il dit qu'on lui a donné... On lui a donné, mais il avait quand même demandé le totem. Il voulait échanger le totem. Il avait demandé au grand-père... on peut s'interroger sur la pertinence. Et le grand-père comment on peut lui offrir en fait, c'est le refuge des âmes. Non, mais parce qu'il l'a subtilisé, celui qui l'a offert... Celui qui l'a offert était mal intentionné parce que c'était l'ennemi du chef du village qui lui avait refusé catégoriquement l'offre la transaction d'échanger le totem contre des babioles, contre des miroirs, etc. Et donc, c'est vraiment pour nuire. Donc, ils sont tous les deux complices. Il y a le frère ennemi, le collaborateur, il faut quand même dire les mots, et puis il y a l'explorateur qui, sciemment, prend le totem et puis le met dans sa valise et part rejoindre l'Occident. Et c'est là où on a deux mondes quand même un peu opposés. L'un est attiré par le beau, que constitue le totem. Clairement. Alors que celle qui va aller chercher comment dire, la restitution de cette œuvre-là ne cherche pas le beau. La fonction de l'art, ce n'est pas seulement le beau. Ce n'est pas le beau. C'est une autre fonction mystique, comme je l'ai dit tout à l'heure. Oui. Il faut savoir que ce n'est pas de l'art en tant que tel. C'est vraiment pas de l'art. Ce n'est pas de l'art de la part de qui? Oui, c'est ça. Donc ça dépend. Absolument, je suis d'accord avec vous. Le musée du Quai Branly, il faut le rappeler, c'est le musée des arts africains, etc. C'est ça. Donc, en fait, c'est le totem qui a été, ce que je dis, je pense que c'est juste, qui a été placé sous une lentille déformante, qui a déformé le totem, qui est passé d'une entité mystique à un objet qu'il faut contempler, qu'il faut trouver beau, alors que même s'il est beau, même s'il est harmonieux, même s'il est symétrique, ce n'est pas un objet d'art, c'est un objet qui doit retourner dans un village et qui est attendu surtout par les populations actuelles. C'est vraiment un débat qui n'en finit pas entre, entre l'art et la fonction. Mais juste avant de te redonner la parole, il y a beaucoup de thèmes que vous abordez comme le déracinement. C'est-à-dire qu'on peut voir à quel point une fille, une jeune femme comme Sitoé qui a vraiment connu son grand-père qui était quelqu'un d'exceptionnel, qui a vécu un peu quelque temps dans le village, peut-être quand elle était enfant, parvient après à se déraciner complètement. C'est-à-dire que c'est cette faculté que les gens ont à être complètement déracinés, à pouvoir aller en Europe, à vivre à l'occidental, se marier avec des occidentaux, et vraiment, et même, pourquoi je dis, on en a parlé avec Ibrahim, que c'était un roman non seulement très intelligent, mais courageux et sincère, parce qu'il y a beaucoup de sincérité. Moi, quand je lis beaucoup de tous les romans que je lis, parfois la sincérité n'est pas vraiment ce qui est le plus flagrant dans les romans, parce que les gens ne font pas d'introspection. Alors que là, Sitoé, elle est vraiment,
Elle ne fait pas de compromission, elle est franche, sincère avec elle-même. À un moment donné, elle se dit, voilà, elle est coupable de couper les ponts, même avec ses propres parents. Elle ne les appelle plus comme il faut. Elle coupe les ponts carrément avec le Sénégal, alors qu'elle a grandi ici, elle a fait ses études ici jusqu'en terminale. Elle a beaucoup côtoyé ses grands-parents et tout, mais elle parvient à subitement devenir complètement une Française. Oui, elle a subi ce que j'appelle une sorte de phagocytose culturelle en étant partie en France et en se mariant avec un occidental, en ayant un enfant métis du coup. Et donc, on peut quand même dire que le totem a été aussi un élément pour pouvoir le reconnecter avec sa famille, avec ses parents. Surtout, on ne va pas révéler toute la trame, mais il y a une histoire qui se passe avec son propre fils. Et là, ça devient une question de vie ou de mort. De vie ou de mort, oui, absolument. Absolument oui. Non, mais c'est très courageux. Et puis, il y a aussi quelques clins d'œil par rapport à la politique. À un moment, Sitoé, influencé par les gauchistes, se retrouve dans des réunions, dans des souterrains à Paris, etc. Ça se termine mal. Tout au long du roman, on a l'impression... Ça, c'est la vie estudiantine, en fait. C'est la vie estudiantine, l'engagement politique, les idées communistes, ça se termine mal. La police les attend dehors et puis tout le... Et puis, elle se fait sanctionner. Mais c'est une belle sanction puisqu'on lui demande de nettoyer. Bon, j'ai l'impression que ce personnage Sitoé, souvent, elle prend des risques. Elle a souvent pris des risques dans sa vie, mais on a l'impression qu'elle s'en sort toujours. La drogue. Parce que quand on tombe dans la drogue, cette fois, on ne s'en sort pas. Cette histoire de meeting politique, etc., l'histoire du totem. Et chaque fois, on a l'impression qu'elle arrive à s'en sortir. Elle a toujours le dernier mot. Tout finit par très bien se passer, même pour le totem. Oui, je pense que Sitoé a une sorte de bonne étoile, finalement. C'est une bonne étoile. C'est l'âme des les Pangols, oui, c'est les Pangols, c'est le grand-père qui veille sur elle, qui la protège et qui, in extremis, à chaque fois, la sauve. Et pour parler aussi des clins d'œil, vous parlez de thèmes que les gens n'abordent pas beaucoup, c'est les sociétés secrètes. Vous parlez des sociétés secrètes parce que vous parlez, il y a un secret qu'elle ne révèle même pas à son mari, même jusqu'à la fin, c'est que dans les réserve du musée Quai Branly, il y a une collection secrète que personne ne connaît et qu'il n'y a qu'un seul groupe, le groupe, je ne sais pas, c'est Soderbergh ou Bilderberg. À un moment donné, je pense que vous faites un lapsus. Ça fait partie des clins d'œil. Mais oui, elle a fait un lapsus à la page 141. Elle a tellement parlé de groupe Soderbergh, à la page 141, elle met groupe Bilderberg. Je dis là, vous nous sortez. Pas mal de clins d'œil, mais aussi des coups de gueule. Par rapport à l'histoire des castes des ethnies au Sénégal, puisque Sitoé fait une thèse. Et sa thèse porte sur ces problématiques-là. Et à un moment, dans le roman, on voit, elle ne comprend pas. C'est ça, c'est aussi une sorte de diagnostic et d'analyse vraiment de la société sénégalaise dans laquelle on vit, avec toute l'histoire des castes, toute l'histoire des ethnies. Et toute l'histoire, finalement, de l'identité biologique qui, aujourd'hui, nous définit, en fait. Qui sommes-nous? Nous sommes d'abord Sérères, Diola, on est les forgerons ou bien les thugs, tout ça. Et donc, j'ai voulu aussi un peu faire une sorte de critique de la société sénégalaise, cette sorte d'hiérarchisation des personnes, qui finalement est basée sur les ethnies et aussi sur les castes qui sont des divisions. De la société sénégalaise. Oui, c'est ça, qui sont des divisions liées initialement au travail, aux expertises manuelles, etc. Et qui demandent des expertises extraordinaires. Un forgeron. Ou bien, vous le dites, ce n'est pas la fonction que vos arrière-grands-pères ont occupée qui définit votre fonction sociale ou votre hiérarchie sociale. Non, ça ne doit pas être cela. Après ce coup de... À un moment aussi, autant vous critiquez ces aspects-là, autant vous semblez donner raison à un certain nombre d'imaginaires, de pratiques mystico de sorciers et autres là, le fait de saluer quelqu'un, de faire, etc. Et à un moment, on se dit, mais ce ne sont pas des choses, ça fait partie peut-être des légendes urbaines. C'est des légendes, comme c'est vraiment l'anthropologie de la rumeur, saluer quelqu'un,
des vieilles femmes qu'on accuse de sorcières, etc. Et Sitoé y croit. Enfin. Bon, elle n'y croit pas, je ne pense même pas. Non, elle n'y croit pas, elle n'y croit pas. Elle peint, elle décrit, mais elle n'y croit pas. Non, elle n'y croit pas. Elle n'y croit pas du tout. En tout cas, c'est pas rationnel. Sitoé, c'est une rationnelle, c'est une cartésienne. Et, non, mais à la fin, elle a bien changé. À la fin. Elle a bien changé parce qu'elle s'est rendue compte qu'en fait, il y a toujours des choses dans nos sociétés qui ne doivent pas être effacées, je pense, par la modernité. Même si on est rationnel ou bien avoir un esprit mathématique, etc., il y a des croyances quand même qui nous caractérisent, qui sont là depuis toujours, en fait, avant la révolution agricole, avant la révolution industrielle, etc., et qui sont toujours parmi nous, en fait, que ce soit à Dakar ou bien à Khalambas ou bien à Kolda, il y a toujours une base, un socle. Une phrase pourrait résumer, parce qu'on pourrait dire que elle a compris enfin que la science ne s'arrête pas là où commencent les mystères. Absolument, oui. Parce que c'est vraiment dans l'ordre de l'environnement, de ce qui nous entoure. Il faut savoir que... C'est ça, oui. Dans les sociétés, les sociétés traditionnelles, il y a un rapport qui est très, très fort avec la nature, que l'on considère comme le siège de force extraordinaire qu'il faut invoquer, qu'il faut influencer par des rites, par des rituels, etc. Et puis, c'est toujours là, hein, c'est toujours là. Les peuples traditionnels croient toujours à la nature, aux arbres, à la mer. Quelle que soit la modernité, mais ce sont des choses qui sont factuelles. Hein. Clairement, oui. En tout cas, les téléspectateurs ont compris que c'est un excellent roman. Je pense qu'il faut essayer de se procurer. Ça s'appelle Le silence du totem. C'est publié aux éditions L'Harmattan. Madame Fatou Ngom Matangom, nous avons été très heureux de vous accueillir sur ce plateau. Tout le plaisir est pour moi. Nous vous souhaitons un bon retour. Merci. Merci.